Au-delà des passions politiques et de la réalité conjoncturelle, le Mali, c'est aussi et surtout l'histoire d'hommes et de femmes qui osent, qui créent et qui résistent. Acteurs économiques, sociaux ou culturels, jeunes ou adultes, instruits ou non alphabétisés venant de tous les horizons, ces hommes et femmes font et portent le Mali. Dans ce magazine Médine, consacré aux grands acteurs du développement, nous racontons l'histoire de ces hommes et femmes qui font le Mali. Nous parlons aujourd'hui d'environnement, de TIC et de culture. Trois secteurs divers que nous lions aujourd'hui à Médine à travers trois femmes. J'allais dire trois femmes modèles très passionnées qui font de belles choses dans leur secteur respectif. Nous parlerons de culture avec une ambassadrice du Bogolan qui, après 30 années de service au système des Nations Unies, a décidé de tout décrocher pour se lancer dans la mode. Nous racontons son histoire dans ce numéro. Nous parlons aussi d'environnement avec Bayresic, une initiative Made in Mali qui a pour vocation de sortir des sentiers battus en matière de recyclage des pneus. Et enfin, nous parlons TIC avec une initiative qui veut démontrer une autre façon plus rationnelle d'utiliser les réseaux sociaux. Voilà, Mariette Diko, un petit aperçu déjà de votre secteur d'activité. Nous avons été chez vous à la maison. Et nous avons constaté que c'est le Bogolan qui est maître. Nous avons été dans votre boutique à ACI 2000. Le Bogolan impose ses règles. Nous vous invitons sur ce plateau. Vous venez avec un décor Bogolan, avec des chemises Bogolan. Et même dans votre souris, c'est le Bogolan qui se dégage. Alors j'ai envie de vous demander, quel est votre problème avec le Bogolan? Mais mon problème avec le Bogolan est très simple. C'est que le Bogolan s'impose. Et moi, j'aime m'imposer dans la beauté et dans l'excellence. Et c'est pourquoi je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour parler Bogolan du Mali, Bogolan authentique de mon pays, le Mali. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons une très bonne nouvelle, en tout cas à notre niveau. Nous avons des informations concernant vos efforts en ce qui concerne l'inscription du Bogolan dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec ce projet tant important? Mais ce projet tant important était naturellement venu lors de la Semaine africaine à l'UNESCO à Paris, qui est un rendez-vous annuel. Ce rendez-vous, j'y ai participé pour la 3e fois et je me suis rendu compte que c'est le Bogolan qui s'impose. Donc, j'ai demandé au patron de l'UNESCO que j'ai eu la chance d'avoir sur mon stand, parce que mon stand, il était décoré qu'en Bogolan cette année. Il y a les 5 étoffes du Mali sur lesquelles je travaille. Technique de teinture et étoffes confondues. Et c'est le Bogolan qui s'est imposé pendant ces 3 éditions. Et cette année, j'ai décidé de mettre que le Bogolan pour voir la réaction du public. Et dès le premier jour, après l'inauguration, j'ai dit, tiens, c'est le bon moment. Donc, j'ai demandé à tous ces grands patrons qui étaient sur mon stand, un à un ou 2 par 2, je leur ai demandé, que pensez-vous d'inscrire le Bogolan, cette étoffe authentique, emblématique du Mali, dans le patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, parce que je pense que le Mali mérite cela. Ils m'ont dit, franchement, Mariette, c'est une merveilleuse idée. Écoutez, il n'y a aucun problème. Un des patrons m'a tout juste dit, mais vois avec telle personne. Et l'autre m'a dit, vois avec telle autre personne. Et je me suis tournée, ils étaient tous là. J'ai dû me tourner vers chacun d'entre eux et ce fut un consensus. Alors, Mariette, désolé de vous interrompre. Je connais particulièrement votre histoire avec le Bogolan. On va en revenir un peu plus. Au fur et à mesure, nous allons monter en puissance avec le Bogolan. Mais je voudrais faire réagir Yacouba Kébé, qui est le coordinateur du groupe Arc-en-Ciel, un révolutionnaire de l'information, qui nous dira aujourd'hui comment se porte sa révolution, notre révolution. La révolution, j'ai envie de dire qu'elle se porte bien, mais une révolution n'est jamais terminée. Donc nous continuons de travailler pour que nos lecteurs, à travers les 7 revues que nous avons lancées, puissent chaque jour s'informer mieux, chaque mois s'informer mieux. Dans le cadre de cette révolution, nous allons, au mois de septembre, continuer dans la même veine que vous, au courant de cette émission, c'est-à-dire parler des femmes, mettre 3 femmes à l'honneur dans 3 revues différentes, art et culture,
avec la directrice générale du BMDA qui va nous parler du droit d'auteur. Sur la revue TIC et Société, nous aurons Madame le ministre en charge de la prospective et de l'économie numérique qui nous parlera bien sûr de son secteur. Et nous aurons la revue Leaders qui est consacrée à l'économie de la guerre. Nous aurons le colonel-major Nema Sagara qui va nous exposer un certain nombre de leurs actions aujourd'hui au Mali pour la lutte contre tout ce que nous pouvons malheureusement appeler les armes légères, mais qui font malheureusement trop de dégâts. Lui aussi, je connais son histoire particulière avec sa révolution. On va l'interrompre également et juste rappeler à nos fidèles téléspectateurs que les revues sont disponibles dans les points de vente de journaux et également dans les stations Shell. Mariette Kébé, puisqu'on parle des femmes, alors rendons un premier hommage à une première Amazon de développement qui intervient dans le secteur du recyclage des pneus. Reportage. À Bamako, les initiatives en matière de gestion, de revalorisation, de recyclage et de transformation des déchets augmentent de manière exponentielle, à l'antipode des discours politiques ou actions sporadiques dont les résultats escomptés se font toujours attendre. Les acteurs privés tentent de briser la glace du pragmatisme. C'est le cas de Birecycol, une entreprise dédiée exclusivement à la récupération et à la transformation de pneus usés. Pour la transformation de nos pneus, ça commence par la phase de récupération, c'est-à-dire on les ramasse, on vient, on fait le stockage ici en général. Et pour la transformation, il y a ces enfants-là qui nettoient les pneus. Après le nettoyage des pneus, la confection elle-même commence. Il y a ces différentes sortes de chiffons qui rentrent dans la fabrication. Il y a aussi les plafonds, il y a les différentes sortes de bois qui rentrent dans la production quand même, mais qui dépend du modèle aussi. Pour notre Amazon Kumba, son business représente bien plus qu'une activité génératrice de revenus. Pour elle, c'est le meilleur moyen d'agir sur les consciences et les comportements quant à la protection de l'environnement. Nous ignorons souvent l'impact de ces déchets sur l'environnement. Ça nous permet non seulement de protéger notre environnement, de nous protéger nous-mêmes en tant que personnes parce que ça nous évite certaines maladies. Parce que la constitution d'un pneu même, c'est constitué d'agents pétrochimiques qui, une fois brûlés, causent des conséquences néfastes pour l'environnement. Les pneus jetés dans la nature sont des nids pour les moustiques, les rats et d'autres insectes qui sont vecteurs de maladies. À travers ce projet, les initiateurs entendent non seulement contribuer à la réduction des déchets dans la nature, mais aussi et surtout préserver la santé de leurs compatriotes. Voilà, de retour sur le plateau. Kébé, on a l'habitude de le dire, on ne réinvente pas la roue, mais j'ai comme l'impression que cette bonne dame réinvente la roue. C'est une façon bien poétique de dire qu'elle donne une seconde vie à nos pneus. Ce travail a été apprécié, mais ce que je voudrais retenir de cela, c'est qu'on est capable aujourd'hui d'inventivité, non seulement, mais aussi de voir d'autres perspectives par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Je le dis, vous savez, je parle très souvent, comme dit Mariette, je respire aussi communication. Et là, je vois qu'elle a une volonté de nous amener vers une communication plus changement de développement, en faisant son travail à elle et en laissant un message au public de dire « Sachez utiliser ce que vous avez sous la main pour que notre environnement puisse vivre de façon beaucoup plus saine. » Alors, Mariette, vous avez certainement senti la passion, la volonté dans son activité. Vous vous retrouvez quelque part en cette bonne dame. Bien sûr, je suis complètement bluffée de voir que quelqu'un se soucie non seulement de l'art et de la culture, mais de l'environnement pour la postérité. Parce que, disons, il faut se dire que nos métiers, les métiers de la mode et les métiers de l'art sont pollueurs. Mais les métiers de l'art, les métiers de la culture, les métiers de la mode peuvent aussi créer une synergie entre les différents secteurs de développement pour justement nous amener à posséder notre environnement et à protéger notre environnement. Ça, c'est merveilleux et moi, j'en aurai bientôt chez moi. Excellent. Kébé, on a, en tout cas sur la question de l'environnement, on a l'habitude d'entendre des gens, ce sont des discours, ce sont des slogans souvent creux, mais elle montre ici un bel exemple concret en matière de communication pour le changement de comportement.
La communication pour le changement de comportement, c'est avant tout une communication par le slogan. Ok. Ça fonctionne comme ça. Il faudrait inculquer aux populations en premier lieu un certain nombre de bonnes pratiques à adopter et ça passe par des messages, ça passe par des slogans. Derrière, si nous avons des actions concrètes, ça vient renforcer ce message-là. Et ce qu'elle est en train de faire, ce que Kumba nous présente ici, c'est de mettre, si vous voulez, une action concrète sur des messages qui ont été prodigués ici au Mali, peut-être pas autant qu'en Occident, où le recyclage est une réalité aujourd'hui, mais elle nous donne une leçon de dire allons vers le recyclage. Donc, je vais peut-être finir sur cette communication pour le changement de comportement et dire que ça ne s'adresse pas uniquement aux populations, parce que souvent on a tendance à croire que communiquer pour le changement de comportement, c'est dire aux populations ne faites plus ci, faites ça. Cette façon de communiquer s'adresse aussi aux États, s'adresse aussi aux gouvernants, s'adresse aussi au gouvernement, en disant nous avons certainement une façon de faire qui n'est pas la bonne, il y a de meilleures pratiques ailleurs, allons les apprendre et venons. Maintenant, comment est-ce que cette communication se structure, se présente? Je pense qu'elle peut passer par tous les canaux que nous connaissons. Alors, on va revenir sur le Bogolan. Mariette, vous êtes une personnalité assez spéciale. Vous êtes à la jonction entre la création artistique, la promotion de l'artisanat textile, la valorisation du patrimoine culturel et la lutte contre la pauvreté. Mais tout ça dans un mélange Médine Bogolan. Alors dites-nous, quelle est votre histoire aujourd'hui avec le Bogolan, au-delà de tout ce que nous savons déjà? Mon histoire avec le Bogolan est aussi que le Bogolan se vend bien. N'oubliez pas que je suis quand même une commerçante. Je gagne ma vie avec le Bogolan. Je pense que ça, c'est essentiel. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, quoi qu'on fasse. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est très important. Après 30 années de service dans le système des Nations Unies, vous décrochez et vous venez dans le Bogolan. Et vous dites aujourd'hui que vous gagnez bien votre vie. Je suis tenté de vous demander, est-ce que vous gagnez mieux votre vie qu'auparavant? Vraiment, je gagne mieux ma vie qu'auparavant. Parce que vous savez, un salaire reste un salaire. Il n'y a pas de surprise. Alors que là, quand on exerce sa passion et qu'on gagne sa vie avec sa passion et qu'on gagne sa vie avec son esprit tourné vers le développement, non seulement le développement social, le développement économique et l'humanitaire. Moi, je suis une mère et je soutiens la pouponnière du Mali par des actions larges, mais aussi par des actions personnelles. Donc, je me dis, si je dois gagner ma vie dans le Bogolan, je peux l'utiliser de plusieurs façons. Le Bogolan, pour moi, nourrit son homme. Quoi que tu vendes, quand tu es dans la mode, quand tu es à l'international comme moi, quand tu n'as pas de Bogolan sur ton stand, quelqu'un viendra te demander, mais où est le Bogolan du Mali? Le Bogolan a dépassé toutes les frontières. Le Bogolan, si on était des Picasso, le Bogolan se serait vendu à coups de millions et de milliards. J'ai eu la chance d'être dans le luxe par un ami qui est le patron mondial de la gastronomie à Paris, qui a classé le Bogolan dans le luxe parce que j'ai fait le salon de la gastronomie à Paris. Ce qui veut dire que le Bogolan n'est pas du tout quelque chose qu'il faut minimiser. Il faudrait que nous comprenions que le Bogolan est de l'art pur et qui est naturel. Je vais vous donner un autre exemple. Au salon Who's Next, la Grèce était là, il y a tellement de structures, il y a tellement de dispositifs en France, il y a tellement d'associations et de groupements qui défendent le coton, mais aussi qui défendent le côté naturel utilisé en Afrique pour créer sur le coton, pour innover sur les étoffes en coton. Et ce monsieur-là, qui est le patron en Grèce des industries textiles, était à la recherche des techniques vraiment d'Afrique, des techniques naturelles pour teindre le coton de la Grèce. Moi, heureusement, j'étais là. Et comme je parle Mali, je respire Mali, je parle Bogolan, je respire Bogolan, je parle étoffe, je respire étoffe. Je lui ai demandé, mais vous n'avez pas... Il y avait des Africains quand même qui étaient là, qui parlaient, qui étaient là comme moi. Moi, je n'étais pas panéliste, j'étais là comme invité VIP. Mais je dis, mais je ne comprends pas. Personne n'a parlé du coton du Mali. Nous sommes les premiers producteurs et personne n'a parlé de mon Bogolan.
Alors là, tout le monde était content de l'apprendre et j'ai reçu une invitation pour aller en Grèce pour justement parler du Bogolan. Je pense qu'il est important au jour d'aujourd'hui, moi, au niveau où je suis, où j'ai pris le risque de quitter les Nations Unies après tellement d'années, mais je suis dans la mode depuis que je suis née. Donc, j'ai toujours vécu avec les étoffes africaines, les techniques de teinture africaine qui se mélangent avec les étoffes. Et franchement, j'ai aimé le Bogolan dès le départ. Aimer le Bogolan, elle l'a dit, c'est très important. Le Bogolan dépasse les frontières du Mali. Mais Kébé, on a l'impression que le Bogolan n'est toujours pas perçu à la hauteur de sa représentativité internationale ici, dans nos murs. Encore une fois, il faut qu'on travaille à changer les mœurs, à changer les habitudes. Je crois que Mme Diko est en train de faire un gros travail en demandant l'inscription du Bogolan au niveau du patrimoine. Maintenant, c'est de faire un travail au niveau national pour que nous puissions venir dans cette consommation nationale de nos produits locaux. Je vais au-delà du Bogolan, on a parlé du coton tout de suite. Tout ce qui est production, transformation locale du coton malien, il faudrait que nous puissions avoir cette envie d'aller vers cette séquence-là. On sait aujourd'hui que le ministre en charge de l'artisanat fait beaucoup de promotions auprès de ses pairs du gouvernement, auprès de ses homologues et de ses collègues, pour qu'ils puissent dorénavant porter constamment le coton malien. Peut-être que moi, je vais faire un plaidoyer à ce niveau-là, en disant qu'au-delà du coton, qu'ils puissent aller aussi vers le Bogolan et faire la promotion du Bogolan à l'interne et à l'international. Alors, merci Kébé. Nous prenons une petite pause pour parler cette fois-ci d'éthique. Mariette, rassurez-vous, on va toujours parler du Bogolan. Merci. Le Bogolan aujourd'hui est à l'honneur. Nous vous remercions également pour ce magnifique décor offert à l'émission Médine. Et nous en reviendrons. Mais nous prenons une pause avec cet élément. Fascinée par les ordinateurs depuis toute petite, Marguerite Porchot, présidente de l'association Moussodev, a vite trouvé ses repères dans l'univers des sciences, un secteur dominé par les hommes au Mali et dans d'autres pays de l'Afrique. Moussodev est une association créée pour promouvoir le secteur numérique auprès des femmes et des jeunes filles. D'abord, à la base, je suis développeuse d'applications et après ingénieure en informatique. Et très tôt, j'ai été en contact avec l'ordinateur. Et tout au long de mon parcours, je n'ai pas rencontré assez de femmes qui sont dans ce que je fais, c'est-à-dire le développement d'applications. Et jusqu'en licence, on avait un club d'informatique Infotech. On faisait des activités en programmation informatique. Et j'ai remarqué là-bas que les femmes participaient de moins en moins, elles ne s'y intéressaient pas. Donc, après des réflexions, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour que les femmes puissent s'intéresser à ces domaines? J'ai mené des réflexions. Après, j'ai créé un blog, Moussodev, et à la rencontre de ces quelques femmes qui ont osé se lancer dans le codage informatique. De nombreuses études attestent que l'utilisation des TIC par les femmes permet de renforcer leur autonomie et participe au développement économique et social. Elle leur donne également la possibilité de s'affirmer et d'obtenir des résultats remarquables. Grâce au téléphone portable et à l'Internet, Moussodev aide les femmes à accroître leurs compétences en communication en développant des applications. Depuis que j'ai intégré le programme, j'ai développé de nouvelles compétences en codage, ce qui me permet aujourd'hui d'effectuer un stage en création de sites web à Hello Digital. Au Mali, les obstacles non infranchissables limitent pour le moment l'accès des femmes aux TIC. Les femmes faisant un usage régulier des TIC ne constituent malheureusement qu'une minorité urbaine et instruite de la population féminine dans notre pays. En effet, la situation des femmes ne leur permet pas pleinement de bénéficier des avantages des TIC et c'est pour les raisons suivantes. C'est d'abord le contexte, l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Cela fait longtemps que dans notre société, les femmes ne faisaient pas de longues études. Le rôle unique qu'on voyait à la femme, c'était le foyer, de rester à la maison, s'occuper de la famille, des enfants. Ce qui faisait qu'elle ne faisait pas de longues études. Et celles qui arrivaient à faire de longues études
était plus orienté vers le domaine plus littéraire. Donc, il y a d'abord l'environnement qui est un facteur. Donc, le second obstacle que je peux citer, ça, c'est le manque d'audace, en fait. Parce que longtemps aussi, il y a certains domaines qui ont été toujours désignés comme des domaines masculins. Ce qui fait que rarement les femmes osent aller vers ce domaine-là. Parce qu'elles ont peur des préjugés, des stéréotypes qu'on peut leur donner. Ça, c'est un métier d'homme, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelques obstacles qui font que les femmes n'ont pas accès. Le secteur des technologies, de l'information et de la communication est comme un terrain de football. Les femmes ont autant de chances de gagner le match que les hommes, à condition de savoir saisir la balle au bon. Le code informatique peut à cet égard être un puissant vecteur de progrès pour la gente féminine. Voilà, de retour sur le plateau, Kébé, nous parlons TIC et précisément d'un modèle de réussite en matière d'utilisation de l'outil Internet. Je vais rire un tout petit peu quand vous parlez de modèle de réussite d'utilisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de l'outil Internet et surtout des réseaux sociaux, on a une utilisation un peu bigarrée que nous ne comprenons pas. On voit un certain nombre de dérives, malheureusement, sur les réseaux sociaux. Mais ce reportage nous prouve aujourd'hui que, au-delà des femmes, que la jeunesse a envie de se consacrer à d'autres façons d'utiliser l'outil informatique. Et je veux, moi, peut-être insister sur cette question des réseaux sociaux. Ce n'est plus une question de jeunes. Avant de monter sur ce plateau, je me suis permis de voir un peu le profil réseaux sociaux de Mme Diko. Je me rends compte qu'elle l'utilise de façon professionnelle pour se promouvoir et pour promouvoir son travail. Donc aujourd'hui, ça peut être un regard que les jeunes peuvent porter sur les réseaux sociaux en se disant, ce n'est pas peut-être simplement faire des, comme on va dire, excusez-moi le terme, faire de la frime, mais au moins pouvoir se vendre. Et quand je dis pouvoir se vendre, ce n'est pas seulement des entrepreneurs éventuellement, des personnes qui sont déjà en activité. Même si vous êtes au chômage, il faudrait trouver le moyen de vous mettre en valeur sur ces réseaux-là. Parce qu'aujourd'hui, il faut le noter, les gens utilisent les réseaux sociaux pour vous recruter. Si moi j'ai quelqu'un à recruter aujourd'hui qui me donne son profil, je vais aller chercher qui c'est sur les réseaux sociaux parce que c'est notre personnalité que nous mettons en avant. Et puis je vais insister sur quelque chose qui est très important aujourd'hui. La communication avant commerciale surtout était de l'information. On informait le public en vous disant voici ce que nous avons. Vous n'aviez aucun moyen de réagir ou même de faire un feedback. Aujourd'hui, on fait de la vraie communication et les réseaux sociaux, c'est un outil important pour avoir le feedback du public. Donc, si vous avez une petite entreprise, si vous avez une grosse entreprise, si vous avez quelque chose à promouvoir ou si vous avez ne serait-ce qu'une association à promouvoir, envahissez les réseaux sociaux et faites en sorte que vous puissiez passer le bon message pour que, en retour, le public que vous visez puisse vous donner son sentiment sur ce que vous faites. Alors, Mariette, dans la même dynamique, on se rend compte aussi que les TIC, les femmes ne brillent pas par leur absence dans ce secteur. Oui, mais ce reportage-là prouve que les femmes scientifiques, vous savez, dans le temps, il y avait ce camp d'excellence des filles scientifiques qui se tenait à Bamako. Je travaillais pour l'UNESCO à l'époque au Mali et le docteur Cheikh Modibo Diarra encourageait les filles scientifiques d'Afrique à promouvoir l'éthique. Moi, je me souviens que j'ai tenu le premier salon sur l'éthique à Bamako. C'est là où j'ai créé ma boîte email, où j'ai créé aussi un site internet pour mes activités de mode parce que j'étais déjà dans la mode quand j'étais à l'UNESCO. Donc, franchement, il ne faut pas que les gens pensent que ceux qui sont sur les réseaux sociaux viennent sur les réseaux sociaux pour de la frime, comme il le dit, et pour bien d'autres choses nocives. On vient sur les réseaux sociaux pour justement rester en contact avec son monde et élargir son monde. Je pense qu'il est important que les femmes s'y accrochent. Quand femme veut, Dieu veut. Quand les femmes s'impliquent, les garçons suivent. Quand les femmes s'impliquent, leurs enfants suivent. Je pense que ce n'est pas une question de génération. Je vois, nous sommes des mamies, nous sommes des mamans, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous y amenons même nos mamans à nous. Donc, je pense qu'il est important, non seulement que le social se construise, que les affaires, le business et l'éducation. L'éducation, la formation, le perfectionnement, la reconversion
se construisent, peuvent se construire sur les réseaux sociaux et par l'éthique. Et quand on a envie d'augmenter ses connaissances, d'aller au-delà de ce qu'on nous a appris à la maison et dans la société et à l'école, mais je pense que c'est le meilleur endroit pour aller trouver ce dont on a besoin et écarter ce qui n'est pas utile pour nous. Je pense qu'à ce niveau-là, il doit y avoir encore de la communication à faire à tous les niveaux pour que les gens sachent que tu sois instruit, que tu sois alphabétisé ou pas alphabétisé, on a toujours dans la famille quelqu'un qui peut nous aider à nous élever par l'éthique. Parce que regardez le téléphone est dans toutes les brousses du Mali. Avec les batteries, on arrive à charger les téléphones. Nos aides familiales à la maison arrivent à communiquer par téléphone. C'est un plus pour nous, surtout au Mali, où il y a tellement d'analphabètes, où aller à l'école, surtout pour les filles, un problème. Et après, aller vers un travail est un problème pour les filles parce que quand elles se marient et font des enfants, c'est terminé. Je pense que l'éthique sont l'avenir de l'Afrique, sont l'avenir du Mali. Si vous me permettez, on a aujourd'hui des développeurs TIC au Mali qui réussissent à changer cette donne. Oui. En disant, même si vous n'êtes pas alphabétisé, vous pourrez utiliser les TIC. En transformant, aujourd'hui, il y a un réseau social à l'image du plus connu d'entre les réseaux sociaux qui est fait au Mali pour que toute personne qui utilise dans sa langue, j'ai envie de dire Facebook, l'Enali. Il faut le dire, c'est un produit made in malien, une application développée par un jeune malien. Exactement, pour que, à partir de la voix, à partir de votre langue, que vous puissiez être aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est de dire que c'est un outil qui va se démocratiser. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers ça. Mariette, je vous avais promis que le Bogolan serait à l'honneur. Merci. Je vais censurer Kébé sur tout ce qui est communication pour le peu de temps qui nous reste. Tout ce qui est coton. Et tout ce qui est coton. On va parler que du Bogolan pour terminer cette émission. Oui. Vous l'avez dit, le Bogolan, aujourd'hui, le Mali, premier producteur de coton. Nous avons produit 645 000 tonnes entre 2016 et 2017. Malheureusement, tout ce que nous produisons est exporté et zéro transformation locale. Est-ce que dans cette situation, on peut vraiment faire briller le Bogolan? Oui, parce que nous faisons briller le Bogolan déjà depuis tant d'années. Je suis obligée de rendre hommage à Chris Sédou, mon aîné dans le Bogolan, qui a fait les grands podiums à Paris avec le Bogolan. Et Chris, paix à son âme, nous a prouvé que nos étoffes africaines peuvent voyager, peuvent s'exprimer partout dans le monde. Faire les grands podiums, c'est bien. Mais sur le plan local et national, je pense qu'il est important que nous consommions le Bogolan. Tant que nous n'aurons pas ce réflexe de consommer le Bogolan, ici chez nous, au Mali et en Afrique, nous sommes nombreux et nous nous habillons. Tant que nous n'aurons pas ce réflexe-là, le Bogolan ne pourra pas se développer. Il y a tellement d'étoffes au Mali. Il y a tellement d'étoffes au Mali qui sont portées, qui viennent de Chine, qui viennent d'Inde, qui viennent de la Turquie. Je vois les hommes en boubou de Turquie, ça me rend malade. Et imaginez si nous portions 2 fois par semaine le Bogolan, 2 fois par semaine le pain tissé, 2 fois par semaine le wax, et un autre jour on fait ce qu'on veut. Mariette, je vais virer dans la communication, mais tout en restant dans le Bogolan. Alors, Kébé, en quoi la communication peut aider des personnes comme Marietou dans leur travail de valorisation, de promotion du Bogolan? Je vais répondre de la façon la plus simple et la plus efficace possible. La communication met en valeur. Montrer que c'est possible de briller et changer la perception qu'on a du Bogolan. Aujourd'hui, quand on dit Bogolan, on voit juste le pagne. Mais aujourd'hui, vos vêtements prouvent qu'on peut s'habiller, j'ai envie de dire, moderne, tout en étant dans le Bogolan. Le travail qui est fait par Mariette et par bien d'autres prouve que le Bogolan peut être aujourd'hui utilisé comme étant de la décoration intérieure. Le Bogolan peut être utilisé, comme on a vu dans ce reportage d'ailleurs, pour faire des fauteuils. Donc, il faudrait que nous puissions aller vers cela et la communication a un rôle extrêmement important à jouer pour que les comportements puissent changer et que nous mettions en tête qu'aujourd'hui,
le consommer malien n'est pas juste du patriotisme béat qu'on veut prouver, mais juste montrer qu'en consommant malien, on pense aussi à développer le pays. Parce que c'est extrêmement important. Ce que nous faisons en portant nos habits, ce n'est pas seulement une revendication identitaire. Pour être une revendication identitaire, c'est un acte économique qui a son importance. Tout à fait. Quand nous allons dans d'autres pays, vous partez en Chine, vous partez en Turquie, ils portent d'abord ce qu'ils font. Donc, consommons ce que nous faisons pour que, justement, nous puissions passer de ce taux qui est malheureux de 2% seulement de transformation du coton artisanal pour aller au-delà de 2%. Et je me dis que si nous allons au-delà de 2% de transformation locale du coton, nous pourrons demain avoir nos propres industries pour la transformation du coton. Alors, Mariette, c'est très important. Le Bogolan, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est à la fois un tissu et une technique. Le Bogolan est plutôt une technique. Okay. Le Bogolan peut être apposé sur tous les supports qui ont un certain pourcentage élevé de coton. Le Bogolan que vous voyez ici, que vous portez tellement bien. Vous pouvez répéter un peu ça? Le Bogolan que vous voyez, vous êtes tellement beau dans votre Bogolan. Voilà, c'est très important. C'est très important, voilà. Voilà. Ce Bogolan-là est sur une étoffe de la Comatex du Mali. Absolument. Les Bogolans qui sont là sont et sur du coton planté au Mali, cueilli au Mali, filé au Mali, tissé au Mali et cousu au Mali. Vous vous imaginez un peu ce que c'est comme chaîne de valeur. Absolument. Et comme plus-value. Et quand c'est porté au Mali, quand les maisons sont décorées avec, moi je porte une veste avec des rappels de Bogolan. J'ai un semblant de cravate que j'adore, qui égaye les vêtements. Franchement, on peut utiliser le Bogolan non seulement sur tous les supports, parce que c'est une technique. Et c'est une technique qui a 3 variantes. Ces 3 variantes-là sont méconnues au Mali. Parce qu'il y a le Bogolan, il y a le Bassilan et il y a le Gala. Mais tout est confondu dans le Bogolan. Et normalement, le Bogolan a des histoires. Les Dosso ont le droit de porter certains Bogolans, c'est leur couleur préférée, c'est leur couleur emblématique. Et d'autres utilisent d'autres teintes. Texture. Et il y a les teintes modernes que nous pouvons faire aujourd'hui. Toutes les teintes modernes, nous pouvons les faire, mais avec la technique du Bogolan. Vous savez, je n'ai pas grand-chose, je ne dis pas rien, je ne dis pas grand-chose contre apposer les techniques de Bogolan et les motifs sur la soie, sur le satin, Je n'ai rien contre. Je n'ai pas grand-chose contre plutôt. Ça fait la promotion de notre Mali. En voyant, on dit, ah, ça c'est le Bogolan. Ah, ça c'est le Bogolan. Mais pourvu que ce soit fait par des Maliens. Parce que je suis protectionniste, parce que avant d'être panafricaniste, avant d'être mondialiste, je suis nationaliste, je suis une grande patriote. Parce que le développement de mon Mali ne passera que par nous d'abord, aidés par les autres. Donc, je vous assure que si nous nous tournons vers cette technique qui nous est propre, cette technique n'appartient qu'à nous. Le coton, il est tissé partout dans le monde. De Kidal à Caille, tout le monde porte le coton. Tout le monde porte toutes les étoffes. Mais le Bogolan, il n'y a que le Bogolan qui nous appartient réellement. Il n'y a que le Bogolan qui a été piqué, si je puis m'exprimer ainsi, du Mali. Donc franchement, retournons à nos valeurs, considérons nos valeurs comme les nôtres et essayons de porter ce qui nous appartient. C'est simple et c'est naturel. Et il y a les styles dans lesquels nous pouvons les porter. Tout dépend, c'est une question de goût. On peut porter en moderne, on peut porter en tradi moderne, on peut porter en traditionnel. Aujourd'hui, je voulais porter un mini boubou parce que j'ai commencé à faire une collection de mini boubous sur des robes bien serrées ou sur un peu plus ample si on le veut, et avec une écharpe et rester tel que je suis. Je me suis dit, mais non, parce que c'est du bazin qui est là-haut. Le bazin, je défends le bazin. Parce que le bazin fait nourrir tellement de familles au Mali. C'est la valeur ajoutée sur le bazin et le Bogolan que je peux faire moi sur le bazin qui fait que je ne lutte pas contre le bazin. Mais porter le bazin pour venir à une émission Bogolan, je dis, mais est-ce qu'ils vont comprendre que le support,
c'est le bazin et que la technique, c'est le bogolan. Alors, Mariette, je suis désolé de vous interrompre. On me fait signe que nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. On ne va pas vous laisser tout dire parce que nous souhaiterons vous revoir à d'autres occasions sur ce plateau. Mais nous prenons l'engagement, à travers ce beau décor, à travers Kébé dans sa chronique communication, de rappeler qu'il est important de valoriser le bogolan. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Médine consacré aux grands acteurs du développement comme Mariette, comme Kébé, comme chacun de nous ici qui, à un niveau ou à un autre, travaille à valoriser les produits Made in Mali.